Alors bonjour à tous, c'est la 5e séance du séminaire Penser la pandémie. Nous avons le plaisir de recevoir Sarah Carvalho, professeure de philosophie à l'Université de Franche-Comté, spécialisée en philosophie de la médecine, à la fois l'histoire de la pensée médicale depuis le XVIIe siècle, euh, et puis les questions contemporaines sur le pluralisme particulier des conceptions que nous nous faisons de la santé, de la fin de vie. Et c'est par cette perspective qu'elle va nous parler de la pandémie. Sarah, c'est à toi. Merci, donc merci Arnaud et merci Patrick pour ce séminaire. Alors j'ai essayé disons, de m'intégrer dans l'ensemble déjà des séances qui ont été faites, à partir évidemment d'un regard philosophique. Et en fait, le thème de ma présentation, ça va être de réfléchir à cette valeur absolue qui a prise la santé, ou en tout cas qui s'est manifestée de façon tout à fait flagrante lors de la pandémie, c'est-à-dire on a tous vu se confirmer le fait que la santé aujourd'hui est une des valeurs centrales de notre démocratie. Mais en même temps, on a tous pu aussi constater que le contenu de cette santé avait été particulièrement restreint. Il avait été restreint d'une part à un aspect biomédical, et même cet aspect biomédical était finalement très centré sur le Covid, et on pourrait réduire finalement la question de la santé pendant la pandémie, Covid ou pas Covid. C'est un médecin que j'ai interviewé sur une enquête que je faisais sur la prise en charge des personnes âgées dans les institutions pendant le Covid, qui me disait que de toute manière, eux, leur seule problématique lorsqu'ils voyaient ces personnes âgées, c'était de savoir s'ils étaient ou pas porteurs de la contagion. Donc, c'est un petit peu ce paradoxe que je voudrais analyser, c'est en quoi est-ce que, d'une part, la pandémie a confirmé cette valeur centrale et absolue de la santé dans notre démocratie, et en même temps, pourquoi et comment ce concept de santé a-t-il pu être restreint à un contenu finalement très pauvre, et qui va à l'encontre de tout le mouvement que j'appelle un mouvement d'extension du concept de santé. Donc, ça sera ma première partie. Je voudrais montrer comment est-ce que dans notre société, dans notre culture plus largement, nous avons procédé à un élargissement permanent du concept de santé, et en particulier à partir du 19e et du 20e siècle, ce concept de santé est de plus en plus affirmé comme lié au bien-être et à ce qu'on appelle la santé positive, c'est-à-dire une santé d'amélioration, un mieux-être qui va donc même au-delà du bien-être. Donc ça, je voudrais essayer de comprendre comment s'est passée cette extension du concept de santé, comment est-ce que cette extension du concept de santé doit s'analyser dans un contexte politique et pas simplement dans un contexte scientifique. Donc, pour bien comprendre comment est-ce que ça se justifie et se met en place. Et puis, à partir de là, je voudrais dégager finalement les problèmes que pose cet élargissement du concept de santé et ouvrir deux pistes. Une piste épistémologique, en revenant sur l'intention du concept. Souvent, en philosophie, on joue sur l'extension, tout ce qu'on met dans un concept. Et puis, l'intention du concept, c'est vraiment quels sont les critères essentiels du concept. Et donc, je reviendrai sur ce que l'épistémologie peut nous apprendre du concept de santé tel qu'il est mobilisé aussi bien dans la santé publique que dans la médecine, que dans les programmes de l'OMS du type One Health. Et puis, j'ouvrirai une deuxième piste que j'appellerai une piste ontologique, qui consiste à se demander si finalement il est si légitime que ça de mettre la santé comme concept central de nos démocraties, comme valeur absolue de notre démocratie. Et je reprendrai des analyses. Alors bon, il y a plusieurs possibilités pour voir d'autres concepts qui sont proposés actuellement comme étant peut-être meilleurs candidats que la santé. J'ai choisi de reprendre les analyses de Hans Jonas, parce qu'elle me semble malgré tout compatible avec les choix de société qui ont l'air d'être confirmés malgré tout actuellement, c'est-à-dire des choix de société qui restent anthropocentrés.
et en même temps, elle permet de critiquer cette valeur absolue de la santé. Alors voilà, donc je vais juste dessiner un peu à grands traits ce que je vais vous expliquer dans cette première partie qui vise à ressaisir l'extension du concept de santé. Et puis après, je vais rentrer dans les détails de l'analyse pour essayer d'argumenter, de prouver ce que je dis, et pour montrer l'intérêt que peut avoir une histoire longue des concepts. Parce que, en fait, en s'ancrant dans une histoire longue des concepts, on peut ressaisir peut-être ce qu'il y a d'essentiel et ce qu'il y a de plus marginal. Alors, ce que je voudrais, dans un premier temps, montrer, c'est comment est-ce que le concept de santé contient un noyau dur que j'appellerais le concept fin de santé, c'est-à-dire ce qui est irréductible à notre concept de santé dans notre société occidentale. Et ce qui est irréductible, à mon sens, c'est deux aspects. C'est un aspect de la santé pensée comme une forme de perfection, ou ce qu'on verra plutôt comme un perfectionnement, c'est-à-dire comment est-ce qu'il faut chercher à être en bonne santé et voire même à optimiser notre santé. Et puis, le deuxième critère de la santé, du concept fin de santé, c'est le critère de norme, avec toujours cette ambiguïté de la norme, hein, qui est d'être à la fois descriptive et prescriptive. Mais finalement, ces deux dimensions de la perfection et de la norme montrent que la santé est d'emblée une valeur. C'est-à-dire que la santé, en fait, est très difficile à réduire à un simple fait. Alors, on pourrait se dire que ça se justifie par l'étymologie même de parce que valere, en latin, ça veut dire justement être en bonne santé et donc avoir de la valeur. Donc, on peut se dire que c'est intrinsèque à la santé que d'être une valeur. Et donc, la question, ça deviendrait alors de savoir pourquoi est-ce que la santé est devenue une valeur absolue de notre société, ou en tout cas une valeur tout à fait primordiale. Mais l'autre question, ça va être de comprendre un peu ce qu'on met dans cette idée de perfection et de normes. Et là, je vais faire une histoire un petit peu rapide, hein, mais pour montrer comment est-ce qu'on est passé d'une période antique de la santé malgré tout, qui reste l'origine de notre conception de la santé et de la médecine, où on a une conception assez figée à la fois de la norme et de la perfection, hein, dans une période en plus très statistique. Et puis, comment est-ce qu'à partir du XVIIe siècle, dans ce qu'on appelle la modernité, on passe à une logique du perfectionnement et une approche statistique de la norme. Donc ça, je vais essayer d'établir ce concept fin de santé. Et puis, je vais montrer comment est-ce que ce concept fin de santé s'est épaissi, en particulier au XIXe siècle, s'est épaissi notamment avec la notion de bien-être. En fait, ce qu'on va voir s'opérer au XIXe siècle, c'est qu'il va y avoir la convergence entre une réflexion sur le bien-être et une réflexion sur la santé. Et qu'en fait, il va y avoir une forme d'alliance ou de mariage entre la santé et le bien-être, et que cela va permettre à la médecine d'être la science du bien-être et d'être à la santé la valeur fondamentale de la démocratie. Alors pour ça, je m'appuierai sur les analyses de Tocqueville. Lorsqu'il écrit La démocratie en Amérique, il montre comment est-ce que le bien-être en Amérique est la valeur tout à fait centrale de la démocratie américaine, et que c'est cette valeur centrale du bien-être qui justifie une forme de centralisation de la gestion et de l'organisation du système de santé au niveau du gouvernement fédéral. Je lis cette citation, j'ai dit comment la crainte du désordre et l'amour du bien-être portaient insensiblement les peuples démocratiques à augmenter les attributions du gouvernement central, seul pouvoir qui leur paraisse de lui-même assez fort, assez intelligent, assez stable pour les protéger contre l'anarchie. Et effectivement, quand on dit ça, je trouve que ça résonne tout à fait avec ce qu'on a vu pendant le Covid, c'est-à-dire qu'il y a une centralisation de la gestion de la santé durant cette crise du Covid, avec des injonctions plus ou moins applicables d'ailleurs dans la réalité des situations locales, mais il y a une forme de légitimité de l'État qui correspond à ce mouvement que Tocqueville voit naître aux États-Unis, et on verra comment est-ce que justement lui il a un point de vue critique sur cette centralisation de la santé par le gouvernement fédéral.
Alors, deuxième focus, c'est une citation de Solzhenitsyn dans un livre qui s'appelle Le Premier Cercle et que je lisais pendant le confinement. Et on trouvait que finalement, il n'y avait pas tellement de différence entre ce qu'on était en train de vivre et la situation des prisonniers à la Charachka de Moscou. Et donc, ces deux prisonniers, Mergine et Gerasimowicz, qui sont en train de se demander s'ils peuvent compter sur l'Occident pour venir barrer la route à Staline. Et Gerasimowicz dit que de toute façon, les Occidentaux sont accaparés par la recherche du bien-être et que face à cette recherche absolue, plus rien ne compte. C'est leur valeur absolue et tout ce qui est la liberté, la justice, etc., n'est plus aussi essentiel. Donc, je lis cette page qui est aussi à la fin, vers la fin du livre. Il y a dans le bien-être une force qui tue. Pour le faire durer encore un an, un jour, on sacrifie non seulement tout ce qui est à autrui, mais encore ce qu'on a de plus sain et même le bon sens. Et donc, c'est là encore cette question centrale du bien-être qui devient une valeur qui oriente tous les autres choix. Et pour terminer, juste pour que vous saisissiez un peu la tonalité de ma présentation, je finirai par une citation de Ivan Illich, mais je vais reprendre ces éléments-là de façon plus détaillée, dans un article qu'il publie dans la revue Esprit en 1973, donc au moment du Club de Rome, de la prise de conscience de la limitation des ressources non renouvelables de la planète. Et Illich qui réfléchit aussi à la monopolisation de la santé par le système médical et aux effets contre-productifs de cette monopolisation de la santé dans une société où la santé est certes une valeur absolue, mais comme elle est monopolisée par des institutions qui en fait n'arrivent pas à gérer toutes les affaires de santé liées aux individus, devient contre-productive. Ce que repère Illich, c'est qu'il va se passer la même chose avec l'écologie. Ce qu'il dit, c'est que la crise mondiale qu'on traverse dans l'après-crise liée au pétrole, la prise de conscience de ces limites de la Terre, etc., c'est la convergence d'une multitude de problèmes, mais que l'écologie, finalement, est une des dimensions de ces problèmes, et que de nouveau, l'écologie va être accaparée par l'État et les grandes instances internationales, à l'époque, il pense à l'UNESCO, et que de nouveau, on va arriver dans une logique contre-productive parce que ce sont les États ou les grandes instances internationales qui vont nous dire ce qu'il faut faire et que ça va être un monopole de l'écologie par ces institutions qui, de fait, ne va pas permettre aux citoyens d'appréhender concrètement ce qu'ils pourraient faire sur leur terrain à partir de leur situation concrète. Donc, ce que je veux juste dégager dans cette première approche de cette histoire, c'est comment est-ce que l'alliance entre santé et bien-être va être totalement structurante de nos démocraties, va aller de pair avec une centralisation au niveau des États sur les politiques de santé, mais aussi sur les politiques environnementales, et comment est-ce que, effectivement, il va y avoir un certain nombre de tensions, de paradoxes ou d'effets contre-productifs liés à ce mouvement général. Et il me semble que c'est un petit peu ce qu'on a vu dans la pandémie, où on a vu d'une part avec éloge d'ailleurs le fait qu'on choisissait, on affirmait la santé comme une valeur absolue, et en même temps, par un tour de passe-passe, cette santé, notamment au niveau de l'État, a été restreinte de façon très forte et en enlevant toutes les autres dimensions psychologiques, par exemple, ou sociales de la santé, qui font pourtant partie intrinsèque du concept normalement usuel de la santé. Donc voilà, c'est cet effet d'un côté d'élargissement et d'un autre côté de réduction, mais qu'on peut expliquer à partir de cette logique de centralisation de la santé que je voudrais analyser. Et donc, juste pour clarifier un petit peu les méthodes d'analyse, je vais utiliser cette notion d'un concept fin au sens de Ryle. Donc, ce que dit Ryle, il prend l'exemple du clin d'œil. Il dit, le concept de fin du clin d'œil, c'est simplement le fait que la paupière se ferme et s'ouvre. Mais le concept épais du clin d'œil, c'est que ce fait-là de la paupière qui se ferme et qui s'ouvre peut s'expliquer soit à partir d'un problème nerveux, soit à partir d'un tic ou même d'un effet psychologique, soit à partir d'une intention qui est de faire un clin d'œil à quelqu'un, soit à partir d'une gêne liée à la lumière ou à une poussière, etc. Et ça, c'est le concept épais en fait du clin d'œil.
Et donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pareil pour la santé. Ce que j'ai essayé de mettre en place, c'est qu'il y a un concept fin de santé qu'on peut rapporter à cette histoire de perfection et de normes. Et puis, il y a un concept épais, et je vais montrer comment est-ce que ce concept de santé s'est épaissi au point de devenir un concept qui se veut global, qui se veut englober à la fois la santé animale, la santé environnementale et la santé humaine, et qui veut être dans une logique de santé positive, c'est-à-dire d'amélioration. Et donc, ce que je vais essayer de montrer, c'est le fait que la santé est devenue si épaisse d'une certaine façon qu'elle elle a un champ d'application qui est devenu extrêmement large et donc extrêmement difficile en réalité à tenir. Alors voilà, dans un premier temps, je vous propose de faire un peu ce parcours historique juste pour bien comprendre ce concept fin de santé qui me semble donc être une forme d'invariant transhistorique de notre conception de la santé. Bien sûr, la science médicale a extrêmement évolué, donc le contenu même du concept de santé ou de pathologie a fortement évolué, mais les critères même conceptuels me semblent assez stables. C'est ça que je voudrais essayer de montrer. Et puis, dans un deuxième temps, j'essaierai de me focaliser de façon plus précise sur cette alliance entre santé et bien-être qui n'a rien d'évident. Alors, voilà, on va partir d'un peu loin, mais ça me semble important parce que ça rejoint des réflexions tout à fait contemporaines sur le concept de santé. Et ce que je vous propose, c'est de partir de Galien, donc qui est un petit peu une des sources avec Hippocrate de notre théorie de la santé. Et ce qui se passe chez Galien, c'est qu'en réalité, il y a deux concepts de santé. Il y a un concept idéal, un concept théorique, purement théorique de la santé, et puis il y a un concept pratique. Alors, le concept théorique, c'est le concept scientifique de la santé, et puis il y a un concept pratique qui est le concept que le médecin utilise concrètement lorsque quelqu'un vient le voir pour savoir si oui ou non la personne est malade. Alors, le concept théorique de la santé il correspond en gros à ce qu'on appelle en anglais le disease, c'est-à-dire une certaine conception de la maladie qui devrait pouvoir être définie de façon purement théorique, d'accord ? Par opposition avec le concept pratique de santé, qui va renvoyer plutôt à la illness, c'est-à-dire au fait qu'il y a un malaise qui est senti par l'individu ou qui sera senti par l'individu si les symptômes ne sont pas encore manifestes, et qu'il va falloir traiter à la fois les symptômes et la cause. Il faut bien distinguer cette approche théorique et pratique de la médecine parce que finalement, elle se situe toujours dans cet entre-deux. Et donc, chez Galien, on voit déjà cette articulation entre un concept de santé idéal, théorique, et puis un concept de santé pratique. Alors, qu'est-ce qui caractérise le concept de santé idéal? C'est la notion d'équilibre. C'est la notion d'un équilibre total, aussi bien quantitatif que qualitatif, qui caractérise ce corps idéal, qui serait le corps sain, qui occupe une position médiane entre tous les excès, qui vaut comme référence pour penser ce que c'est que la santé. En gros, l'idée, c'est que la santé, ça n'existe pas en tant que telle, mais je peux la penser. J'ai les moyens théoriques de la penser comme un équilibre absolu. Ça rejoint dans l'idée des Grecs le médéagan, le rien de trop, l'idée que la perfection, c'est un juste milieu entre les excès. Et donc, cette notion de juste milieu pour définir la santé comme une perfection va valoir de façon analogique avec la beauté. Et Galien va aller chercher ce qu'on appelle le canon de Polyclète, c'est-à-dire la stature représentant le corps humain parfait, le plus beau, le corps absolument beau de l'homme. Et il va dire que finalement, le concept théorique de santé joue le même rôle que le canon de Polyclète. C'est-à-dire, même si l'homme que représente Polyclète, ce sculpteur, n'existe pas, l'homme est capable de définir ce que c'est qu'un corps absolument beau. D'accord ? Et ce qu'il y a d'intéressant pour nous, c'est que cette notion de canon en grec, elle va être traduite en latin par le mot de norma, c'est-à-dire par nous, ce qu'on va traduire alors bien plus tard par la notion de norme. Donc, il y a l'idée qu'il faut aller chercher une norme qui permette de dire ce que c'est que la perfection qu'est la santé.
Alors, ce concept théorique, on va pouvoir l'illustrer. Donc, j'ai mis quelques images pour vous faire une idée, mais c'est des images que vous connaissez en fait. Bon, vous connaissez plutôt Léonard de Vinci, mais ça, c'est la même chose. C'est Vitruve et puis ensuite Perrault qui vont thématiser cette notion du corps absolument sain, qui est aussi le corps absolument beau. Pour eux, c'est équivalent, en fait, c'est analogique. Et ils vont le thématiser d'un point de vue scientifique. Et pour eux, la science par excellence, c'est les mathématiques, qui leur permet de définir à la fois la perfection et la norme. C'est un rapport mathématique entre toutes les parties du corps. Alors, du point de vue de la beauté, c'est visible, ça se voit. Tu Excuse-moi, m'entends? je crois que Ouais. nous n'avons pas passé à la diapo suivante. Ah, moi j'y passe. Pas vous? Non. Alors attends, je vais faire autre chose. Ah, Voilà. Bon, donc, ce qu'on voit là, c'est vraiment la détermination mathématique de ce corps parfait. Donc, on le voit d'un point de vue esthétique, mais ce point de vue esthétique, en fait, vient juste illustrer de façon absolument analogue ce qui se passe dans l'ordre de la santé. Et bon, donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais enfin, on a toutes les logiques de construction de ce corps qui doit être le corps parfait. Comment est-ce qu'on va sélectionner les plus belles parties du corps humain pour en faire un corps absolument parfait. Alors, ce concept idéal, il va être utilisé comme référence, comme étalon pour comparer les corps réels. Et donc, on va devoir mettre en place désormais un concept pratique de santé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on accepte le fait que le corps absolument sain n'existe pas, il faut aussi reconnaître que la plupart des gens sont en bonne santé. Donc, les gens qui sont en bonne santé, en fait, ce qui les caractérise, c'est qu'ils ne s'écartent que très peu du concept théorique. Donc, le concept théorique n'existe pas de façon incarnée dans une personne, mais on peut utiliser une approximation, qui est le concept pratique de santé, qui est le fait que les gens en bonne santé sont très peu éloignés de la meilleure constitution qui caractérise l'homme parfaitement sain. Donc, ce qu'on voit avec Galien, c'est comment est-ce qu'on a un alliage entre la notion de perfection et la notion de norme, et comment est-ce que de fait ça va être appliqué pour juger de la santé des individus. Alors, ce qui change avec la modernité, c'est cette notion de perfection et de norme. Ça va changer pour deux raisons. C'est qu'en fait, la perfection n'est plus pensée comme quelque chose qui est donné et qui doit être préservé, mais la perfection va être pensée comme un perfectionnement. Et vous savez que la devise de la modernité, c'est plus ultra. Hein, c'est l'idée qu'il faut dépasser les colonnes d'Hercule, c'est ce qui a permis de découvrir le nouveau monde. Mais le plus ultra, c'est l'idée fondamentale qu'il faut aller toujours plus loin. Et si on prend des philosophes un peu fondamentaux d'ouverture, disons, de ce qu'on peut appeler la modernité, Bacon en Angleterre et puis Descartes en France, il y a une place qui est tout à fait centrale accordée à la médecine parce que c'est elle qui va nous permettre de perfectionner notre corps humain. Soit pour retrouver la condition d'Adam au paradis, donc une condition en fait qui n'est pas totalement naturelle puisque nous avons perdu cette état de nature, et donc il va falloir se perfectionner sans cesse pour retrouver de façon asymptotique en fait cette condition d'une santé absolue qui caractérisait Adam au paradis. Mais si on voit chez Descartes, on n'a plus du tout de référence à la Genèse ou à un état originel, parce que peut-être que le perfectionnement de la médecine devrait nous aider à dépasser la vieillesse et dépasser la pathologie. Autrement dit, il y a déjà l'idée chez Descartes d'une forme de perfectionnement qui nous permet de lutter contre la vieillesse et contre la pathologie. Et c'est des choses qu'on va retrouver, par exemple, chez Auguste Comte, dans son catéchisme positiviste, sur le fait que, en fait, nous sommes appelés à une extension continue de notre action pour améliorer notre état de santé. Donc, ce qu'on voit, c'est que la perfection devient un perfectionnement. Donc, c'est plus quelque chose qui est stable, mais c'est quelque chose qui peut sans cesse être amélioré. Et l'idée de norme va fondamentalement changer parce qu'elle ne va pas du tout être associée à une esthétique et donc à une axiologie. L'idée de norme, en fait, à partir de la fin du XVIIe siècle, être analysée en termes statistiques. C'est-à-dire que d'une certaine façon, elle va perdre la valeur axiologique qu'elle avait dans l'Antiquité
pour devenir descriptive, mais aussi prescriptive, mais en renonçant à toute axiologie absolue. Alors, dans ce contexte de transformation de la notion de perfection et de norme, ce que je voudrais maintenant analyser, c'est comment est-ce que la santé va s'allier avec le bien-être. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au départ, il y a deux fils différents. Il y a cette histoire de la santé, et puis il y a une histoire du bien-être. Et c'est à travers notamment une dimension religieuse et spirituelle en Amérique que la santé et le bien-être vont se retrouver associés de façon très intime à partir d'une idée qui est que l'homme a une forme de responsabilité sur la santé de son esprit. Et par santé de son esprit, il faut entendre à la fois le salut et la santé, qui en fait rejoignent la même idée d'une obligation, d'une responsabilité de l'homme pour en gros, s'efforcer de revenir à un état de santé perdu à cause du péché, etc. Alors, on va voir ça donc à travers un certain nombre de médecins et d'associations d'origine religieuse, souvent évangéliques, qui vont vouloir s'allier une connaissance scientifique pour répondre à l'obligation qui est faite aux croyants de prendre en charge la santé de son esprit. Donc, c'est particulièrement fort chez Mary Baker Eddy, qui est la fondatrice d'une communauté évangélique qui va à la fois s'inspirer de la médecine et des écritures pour mettre en place tout un programme de santé qui va justement se déterminer en termes de recettes ou de méthodes, à la fois sur la manière dont il faut penser, sur ce qu'il faut faire. Et elle va s'associer à un certain nombre de médecins. Donc, les plus connus sont Horace Fletcher et John Harvey Kellogg, qui vont expliquer en fait comment est-ce que l'individu doit prendre soin de sa santé de façon quotidienne. Donc, Horace Fletcher va expliquer comment est-ce qu'il faut avoir une pensée positive pour rendre sain son esprit, et puis comment est-ce qu'il faut mastiquer très lentement et à plusieurs reprises sa nourriture pour avoir la meilleure digestion et avoir une alimentation équilibrée. Et puis, Kellogg, lui, va appliquer ces mêmes préceptes, mais ce qu'il va apporter de plus, c'est qu'il va aussi fonder un institut, donc, qui en fait récupère l'institut de Mary Baker Eddy, qui était d'abord religieux, mais Kellogg va lui donner une tournure franchement médicale, hein, le Western Health Reform Institute, mais il y a cette idée de reform, c'est-à-dire de faire une réforme au sens luthérien du terme pour revenir aux sources mêmes de ce que c'est que la santé, mais qui est aussi toujours une forme de quête de salut. Et il va mettre en place, donc, c'est un de ses premiers centres de santé où les individus payent une cotisation et ils vont avoir des conseils médicaux et puis des visites médicales. On va prendre en charge la santé de leur famille et essayer d'être dans une logique positive d'amélioration de la santé. Alors, ce mouvement, donc, qui a une forte dimension religieuse, ce qui est intéressant, c'est que Tocqueville l'analyse dans la démocratie en Amérique pour montrer que la valeur centrale donc, de la démocratie, c'est le bien-être. Hein. Il dit l'avantage réel de la démocratie n'est pas, comme on l'a dit, de favoriser la prospérité de tous, mais seulement de servir au bien-être du plus grand nombre. Hein. Donc, ce qu'il dit d'emblée, c'est que le bien-être, c'est la valeur centrale de la démocratie et que, en fait, ce bien-être, il a partie liée avec la religion, c'est ce qu'il voit aux États-Unis. Ça va l'amener à critiquer les analyses européennes issues des Lumières qui disent que la religion, en gros, provient de l'ignorance, de la pauvreté, etc., et qu'on pourrait s'émanciper de la religion. Lui, au contraire, il pense qu'on ne peut pas du tout s'émanciper de la religion, mais qu'il faut avoir une approche de la religion sociale ou sociologique. C'est-à-dire que la religion, le problème n'est pas de savoir si Dieu existe ou ce qu'il est, quelle est la transcendance, etc. Le problème de la religion, c'est qu'en fait, elle est le meilleur ciment pour faire que les individus coopèrent vers un but, mais toute la difficulté, c'est de donner un but concret et consensuel.
Et ce but, justement, c'est le bien-être. En tout cas, c'est ce qu'ils voient aux États-Unis. C'est que le bien-être devient la figure mondaine du salut et accéder au bien-être, c'est le signe d'une récompense, d'une certaine manière religieuse, que l'homme peut trouver dans ce monde. Donc, il faut assumer le fait que la religion, c'est une institution politique et effectivement, c'est à l'échelle des associations, hein, ces associations évangéliques dont je parlais tout à l'heure avec Eddie et puis ensuite avec cette reprise médicale chez Kellogg. C'est au niveau des associations que va pouvoir s'opérer de la façon la plus efficace la recherche du bien-être. Et donc, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, la recherche du bien-être est tout à fait légitime, mais elle doit être opérée à l'échelle locale, à l'échelle associative, parce que si c'est l'autorité centrale qui récupère la santé, en fait, elle perd d'une part son efficacité et d'autre part, elle perd finalement cette espèce d'émulation pour les individus à rechercher collectivement le bien-être à travers des formes d'associations locales. Et donc, pour lui, le risque qu'il prédit, c'est qu'on délègue de plus en plus la recherche du bien-être à des organisations centralisées jusqu'à ce que ces associations locales disparaissent ou soient sous la houlette d'un pouvoir centralisé qui, de fait, va vider la démocratie de son contenu puisque les citoyens ne seront plus les producteurs de leur bien-être et qu'ils deviendront donc les consommateurs d'un bien-être qui est décidé par l'État. Donc, ce qu'on voit chez Tocqueville, c'est l'idée que le bien-être, finalement, c'est, disons, la valeur centrale de la démocratie, que ça va de pair avec une dimension spirituelle ou religieuse, mais totalement sécularisée sous la forme de l'association, et que ça opère de façon très optimale en Amérique, mais lorsqu'il compare à ce qui se passe en France essentiellement et en Europe plus généralement, en fait, en France, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on est dans une approche centralisée. La Révolution française a voulu éradiquer toutes les corporations, toutes les formes d'associations qui pouvaient faire ombrage au pouvoir central. Et si on n'a pas cette unité d'action qu'est l'association locale, eh bien, on ne peut pas en fait réaliser ce bien-être et donc on ne peut pas réaliser pleinement ce que pourrait être la démocratie. Et c'est un petit peu la fin de la démocratie en Amérique qui est assez pessimiste parce que l'échelle associative risque d'être perdue. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que ce qu'observe Tocqueville, de fait, ça va être très structurant dans la société américaine jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. On va voir fleurir un certain nombre de centres de santé dans lesquels les citoyens adhèrent via une cotisation, hein, mais où il va y avoir des enseignements d'hygiène, il va y avoir des piscines, des cours de gymnastique, des cours d'alimentation, etc., qui vont vraiment donner un mode d'existence associative à un certain nombre d'individus et leur permettre de prendre en main leur santé et la santé de leur famille. Alors, je vais un peu vite pour avancer. Et donc, ce qu'on va voir progressivement arriver dans ces centres de santé, ça va être une importance accordée à l'environnement. L'idée qu'il ne suffit pas de s'occuper de la santé des corps humains, mais il faut aussi s'occuper de son environnement, de l'écologie, et qu'il va y avoir une approche très globale, très holiste de la prise en charge de la santé comme bien-être, si on veut que les individus, les familles puissent effectivement y accéder. Alors, ce qui se passe après la Deuxième Guerre, c'est que ces centres, ces institutions, en fait, vont de fait être subsumés ou dépassés par une approche très centralisée, aussi bien au niveau de l'État. Donc, j'ai pris, par exemple, le rapport de Vannevar Bush, commandité par Roosevelt, sur The Endless Frontier, où Vannevar Bush montre en quoi est-ce qu'il faut que l'État prenne en charge le développement scientifique et en particulier le développement médical si l'Amérique veut rester pionnière en termes de puissance mondiale. C'est évidemment aussi la création et le développement des institutions internationales, en particulier avec l'OMS, donc qui va entériner
cette définition de la santé comme un état complet de bien-être physique, mental et social, hein, et dire qu'il s'agit bien d'un concept positif de santé, non pas d'un concept négatif de santé qui serait simplement une absence de maladie ou d'infirmité. Et puis, ça va être réaffirmé, par exemple, dans un plan, dans le plan national fédéral de recherche scientifique aux États-Unis en 2001, donc le plan de la National Science Foundation, où il s'agit vraiment d'être dans une logique de performance à travers la convergence entre les nano, bio, info, cognosciences, d'arriver à améliorer la santé humaine, voire à dépasser l'état de la santé humaine. Hein. Vous savez que Rocco, notamment, qui est le président de la National Science Foundation à l'époque, est un transhumaniste. Hein, mais l'idée qu'il faut aller toujours plus loin dans la recherche d'une santé, d'un perfectionnement de l'homme et d'un accès à la santé. En particulier, il faut lutter contre le vieillissement. Et on va voir se décliner ça à travers plein de recherches de santé positive. Hein, et j'ai pris par exemple le cas d'un livre qui a été souvent cité, hein, qui s'appelle Better Than Well. Comment est-ce que les psychotropes peuvent nous permettre d'atteindre à une meilleure santé intellectuelle avec plus de compétences, notamment en termes de mémoire et d'agilité intellectuelle, en utilisant des psychotropes, même si on n'est pas malade. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce qu'après-guerre, il y a un relais qui se fait au niveau de l'État et des grandes organisations internationales qui visent donc à une centralisation de la santé, qui entérine l'équivalence entre santé et bien-être, et qui va garder une approche normative à la fois par tout un travail de santé publique sur décrire l'état de santé de la population, mais aussi prescrire des moyens d'améliorer cette santé, hein, j'y reviendrai, et puis une logique de perfectionnement à travers cette idée d'améliorer la performance humaine. Je vais aller un petit peu vite là maintenant, mais en gros, il y a cette idée hein, vraiment très globale, très holiste, hein, d'appréhender la santé de façon positive, comme un phénomène à la fois corporel, spirituel et intellectuel, et une logique de médicalisation de la santé. Alors la médicalisation a été beaucoup critiquée, mais évidemment, elle a aussi beaucoup d'aspects positifs. Donc il ne s'agit pas du tout de voir ça comme, disons, un problème en soi. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment tout ça prend corps, à la fois politiquement et scientifiquement, et comment est-ce qu'il y a tout un discours qui en fait se banalise et qui détermine notre conception de la santé. Et donc là, c'est Dunn, hein, où on retrouve ces trois cercles du corps, de l'esprit et de l'âme, et comment est-ce qu'on va essayer de créer une énergie positive entre ces trois dimensions pour atteindre un high level wellness, hein, c'est-à-dire le bien-être de haut niveau, ce qui est le but de toute société développée, en particulier donc, des démocraties occidentales. Donc il va y avoir toute une réflexion, et ce qu'on voit, c'est que dans cette réflexion, la question de l'environnement, donc un environnement totalement anthropocentré, hein, totalement au service de l'homme, mais la question de l'environnement devient de plus en plus majeure. Et on voit que dans ces deux axes hein, de cette amélioration du bien-être, vous avez un axe santé et puis un axe environnement. Et donc, il va falloir travailler sur à la fois les corps, l'esprit et l'âme, et sur l'environnement, si de fait on veut accéder à ce bien-être qui donne sens finalement à tout le mouvement qui est au cœur de la démocratie. La même chose donc chez Trévis hein, avec le Wellness Continuum, mais comment est-ce qu'on va mobiliser l'éducation, la croissance économique au service du bien-être hein. Et donc là, on voit s'affirmer vraiment la santé comme bien-être et comme valeur primordiale, centrale de la société. Alors, dans ce mouvement général d'une santé globale, positive, de perfectionnement permanent, ce qu'on va voir émerger, c'est quand même un certain nombre de critiques. Et c'est des critiques d'abord qui se veulent épistémologiques, qui vont être formulées par Bourse, donc il y a un philosophe de la médecine, et qui dit que face à cette logique expansionniste ou expansionniste de la santé, il faut revenir un petit peu à ce que Galien faisait, c'est-à-dire un concept théorique de la santé, un concept fin de la santé. Parce que finalement, si on est vraiment science, il faut une forme d'abstinence axiologique de la science et il faut être capable de déterminer un concept purement théorique de la santé.
Et donc, c'est ce que va faire Bourse. Il va dire qu'il est possible de définir un concept neutre, un concept purement factuel de la santé, ce qu'il appelle la santé intrinsèque. Vous voyez que c'est une définition négative. La santé, c'est l'absence de maladie. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va donner les moyens qu'il appelle biostatistiques, à la fois biologiques pour comprendre les fonctions et statistiques pour partir de l'état de la société à un moment donné, comprendre quelles sont les pathologies qui caractérisent une société et quels sont les états de santé qui caractérisent une société, essayer de définir cette santé intrinsèque. Et il va la distinguer de la santé instrumentale, donc c'est la santé en fait dans une logique de prévention pour éviter les maladies futures. Donc ça reste centré sur la santé intrinsèque, il ne s'agit pas d'améliorer la santé, il ne s'agit pas de prévenir au sens d'améliorer, comme ce qu'on voyait tout à l'heure dans les plans, par exemple, de la NSF. Il s'agit simplement de prévenir l'apparition des maladies. Et puis, on va pouvoir donc distinguer ça radicalement de la santé positive. La santé positive, c'est tout ce qui est, pour Bourse, au-delà de la santé, c'est-à-dire au-delà de la médecine, au-delà de la science. C'est des choix de société. Et en tant que choix de société, il faut les discuter, ils ne sont pas scientifiques. Donc, Bourse, lui, il est pour un naturalisme, c'est-à-dire un retour à la possibilité de définir de façon théorique un concept de santé fin, pauvre, négatif, mais qui est le cœur de la médecine. Et si la médecine va au-delà, elle ne le fait plus au titre de science. Elle le fait au titre d'idéologies politiques diverses et variées, mais ce n'est plus en tant que science. Alors, donc ça a lancé un débat sur est-ce qu'il est possible en fait d'avoir un concept de santé intrinsèque, c'est-à-dire un concept théorique de santé sans aucune axiologie, sans aucune valeur. Et face à Bourse, il va y avoir un certain nombre de réponses qui vont critiquer la possibilité même d'un concept purement biostatistique de la santé. Donc, voilà, on va trouver plusieurs arguments chez Engelhardt, Wakefield, Lennox ou Nordenfeld. Peu importe, disons, le contenu, mais l'idée, c'est de dire qu'en fait, la santé est toujours porteuse de valeur. Autrement dit, on ne peut pas accéder à un concept purement factuel de santé. Il faut accepter qu'on est toujours finalement pris dans une conception de santé positive, à laquelle on va donner plus ou moins d'extension, mais qui est en fait irréductible. Donc il y a toujours en fait une forme d'épaisseur, et la question c'est de savoir ce qu'on va mettre dedans. Et là, bon, si on voit Engelhardt, Wakefield, Lennox, Nordenfeld, ils ne vont pas être d'accord sur l'extension de la santé, jusqu'où on va, et sur les contenus propres de cette extension. Donc chez Engelhardt, on va avoir tendance à aller vers une conception de la santé positive qui va être très absorbante, avec beaucoup d'ambition sur l'atteinte d'un bien-être, alors que chez Nordenfeld, on va voir qu'il va falloir essayer de restreindre cette notion de bien-être à ce qui peut être légitime et ce que la médecine peut vraiment faire sans vouloir, par exemple, lutter contre le vieillissement. Ça irait trop loin, il faut accepter de vieillir, il faut accepter de mourir, etc. Donc, on va avoir des variations, mais globalement, les critiques vont porter sur le fait qu'on ne peut pas se restreindre à un concept de santé purement scientifique. Il faut assumer le fait que la médecine embarque toujours une dimension axiologique ou toujours une réflexion sur les valeurs. Et ça, d'une certaine manière, c'est ce qui va être entériné à travers le paradigme syndémique. Donc, l'approche syndémique en santé, ça va consister à dire que en fait, la santé est vraiment un concept biosocial, c'est-à-dire qu'il faut tenir compte, certes, des aspects biostatistiques de la santé, mais il y a toujours une dimension sociologique et sociale et politique et environnementale de la santé. Et ce qui, disons, entérine la nécessité d'allier le bio et le social, ça va être l'épidémie de l'HIV, parce que ce qu'on comprend, c'est qu'en fait, il ne suffit pas de comprendre ce que c'est que la maladie d'un point de vue organique, ni transmissif, pour arriver à la conjurer ou en tout cas à la contenir, pour revenir à un seuil endémique et non pas épidémique. Il faut tenir compte des comportements des individus, et donc les comportements des individus sont liés aussi
à leur éducation, à leur milieu social, à leur mode de vie, etc. Et donc, il faut vraiment une approche biosociale de la santé si de fait, on veut conjurer un certain nombre de phénomènes. Donc, ce que je dirais, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même globalement dans cette approche globale, positive et holiste de la santé, et que les tentatives de revenir à un concept purement théorique ou scientifique ou négatif de la santé me semblent un petit peu dépassées. Et c'est effectivement ce qu'on va trouver dans les programmes cadres recherche et développement, même au niveau européen, hein, l'idée que en fait, les investissements qu'on fait dans nos grands programmes de santé, ils sont là pour nous aider à mieux vivre ensemble sur la Terre et à procurer plus de bien-être pour les individus. Alors, je vais aller très vite là sur ces aspects parce que sinon je n'aurai pas le temps de terminer. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que cette espèce d'histoire de l'alliance entre santé et bien-être et le passage à une santé positive, eh bien, on peut le repérer de façon totalement analogue, même si c'est décalé dans le temps, pour l'animal. On est passé d'une étude sur la santé animale, en particulier dans les années 50, donc une étude sur la santé animale qui est prise en charge par les vétérinaires, qui essaye de comprendre ce que c'est que la santé pour les animaux, à une logique du bien-être animal, en particulier avec la commission Tarrant en 1984. Donc c'est un débat qui se situe là beaucoup en Angleterre, hein, et à partir des questions notamment sur l'élevage des animaux domestiques, en particulier l'élevage des poules, mais bon, il y a aussi des veaux et des cochons dans cette histoire. Et ce qu'on va voir, c'est qu'il va y avoir un certain nombre d'étapes, et une étape importante, ça va être une définition qui au départ est assez négative de la santé. Hein. La santé, elle est définie comme l'absence de syndrome de stress, hein, donc chez Selye dans les années 50. Et puis, progressivement, on va aller vers une définition non plus négative de la santé animale, mais vers une définition positive. Un moment de transition, c'est l'idée défendue par Schwab en 1976 sur le fait qu'il y a une seule médecine, c'est-à-dire que la science vétérinaire et la science médicale de l'homme, en fait, c'est une seule et même chose, de la physiologie, de l'anatomie, de la pathologie, de la santé publique, etc. Et donc, il faut élargir le concept de médecine pour englober les vétérinaires dans une approche globale de la santé. Et puis, on va passer donc progressivement à l'idée que la santé animale ne suffit pas. Le livre qui fait un petit peu basculer la communauté scientifique, c'est le livre de Harrison, donc Animal Machines, The New Factory Farming Industry, donc c'est par rapport à l'élevage industriel des animaux. Et comment est-ce qu'on va passer à une analyse du bien-être animal qui tient compte de l'éthologie, c'est-à-dire des comportements animaux, des préférences, des émotions, et qui va finalement associer le stress, hein, simplement comme une dimension du bien-être animal, la dimension la plus pauvre, hein, mais comment est-ce qu'il va falloir que l'animal puisse satisfaire son répertoire comportemental et exprimer ses préférences et ses émotions dans un environnement qui le lui permette. Donc, on pourrait voir dans cette même extension de la notion de santé chez l'animal. Bon, ça va être décliné hein, sur un certain nombre de critères qui vont être de plus en plus implémentés dans des réglementations, par exemple européennes, hein, sur le bien-être des animaux d'élevage. Et globalement, il va y avoir l'idée qu'en fait, pareil que pour la médecine humaine, eh bien, en fait, l'approche de la santé animale doit être une science engagée, c'est-à-dire une science qui défend des valeurs, qui cherche à promouvoir un certain nombre d'actions qui ne soient pas simplement l'absence de mal-être pour les animaux, mais qui aillent au-delà. Et donc, ce mouvement-là pour la santé animale, on va voir qu'il va se passer des choses un petit peu analogues, mais qui ne vont pas aller aussi loin concernant l'environnement. Donc, un petit peu analogue, mais qui ne vont pas aller aussi loin. Pourquoi? Parce que la notion de santé environnementale, hein, qui émerge donc, notamment dans les années 80-90, elle va être toujours très anthropocentrique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion de santé appliquée directement à l'environnement. En revanche, ce qu'on va retrouver, c'est la notion de stress environnemental, d'équilibre ou de déséquilibre environnemental,
C'est une certaine extension de la notion de santé environnementale qui va être de plus en plus une partie prenante de la santé de la santé humaine, c'est-à-dire la santé globale qui se met en place à travers les grandes institutions et qui est entérinée en 2008 par un accord tripartite, notamment entre la FAO, l'OIE et l'Organisation sur la santé. Et qui va développer l'idée qu'il faudrait promouvoir d'une certaine manière cette santé environnementale. Mais d'une certaine façon, quand on lit, et je crois que c'est un peu les conclusions qu'avait donné Jean-François la semaine dernière et qu'avait aussi mobilisé Patrick Giraudoux dans la discussion, c'est que cette notion de santé environnementale, en fait, elle ne dit pas du tout la même chose que pour l'homme ou l'animal. Et c'est des débats en fait qui renvoient à des enjeux épistémologiques, qui est de savoir si on peut considérer l'environnement comme un organisme. C'est-à-dire, est-ce que le concept de santé peut s'appliquer à autre chose qu'à des organismes? Et ça, c'est des débats qui ont eu lieu de façon très forte, notamment déjà dans les années 30, pour savoir. C'était des gens comme Clemens et Tansley qui discutaient pour savoir si on pouvait considérer que la Terre était un super-organisme. Et donc, si on pouvait appliquer des critères de santé qui valent pour un organisme à la Terre. Et la critique de Tansley, qui va être reprise par exemple par un philosophe environnemental comme Caldicott, qui disent que de toute façon, l'environnement n'étant pas un super-organisme, on ne peut pas le penser en termes de santé. Donc, dès qu'on pense santé environnementale, en fait, on pense santé environnementale pour l'homme de façon totalement anthropocentrée, et en fait, on ne pense pas donc santé. Et donc, ce que va proposer par exemple Tansley, qui va reprendre Caldicott, c'est l'idée qu'il faut penser des cycles évolutifs et voir si ces cycles évolutifs sont plutôt régressifs en termes de richesse écosystémique et d'échanges systémiques ou s'ils sont plutôt stables. Et c'est plutôt ça qui caractériserait l'état de l'environnement plutôt qu'un concept de santé qui leur semble hétérogène en fait à la réalité même de l'environnement. Alors, je vais passer ça un petit peu plus vite, mais je vais juste reprendre donc cette image à laquelle faisait référence Jean-François Guégan il y a 15 jours. Ce que j'ajouterais, donc là, ce qu'on voit bien, c'est comment est-ce que tous nos concepts de santé convergent et semblent se réunir vers un concept très global, très holiste, qui est l'éco-health, donc la santé écosystémique qui en fait viendrait subsumer toutes les santé particulières de l'homme, de l'animal, des environnements. Mais ce que j'ajouterais peut-être dans ce schéma, c'est qu'il faut comprendre que dans cette santé, il y a vraiment une notion de bien-être qui est centrale, c'est-à-dire que c'est une santé qui va au-delà d'une santé purement absence de maladie, mais qui, dans nos démocraties, en tout cas, est absolument intrinsèquement liée à la notion de bien-être. Alors, à partir de là, je vais reprendre ce que disait Illich en 1973, donc au début du développement durable, au début de la bioéthique, et donc essayer de comprendre comment est-ce que cette logique de production du bien-être, en fait, risque d'être contre-productive. Ce que dit Illich, c'est qu'en fait, le problème n'est pas tant le bien-être en tant que tel, mais le fait que cet objectif du bien-être est monopolisé par l'État ou des grandes institutions. Donc ça, c'est un petit peu le leitmotiv de la philosophie de Illich. Comment est-ce que l'éducation, la santé, le transport sont monopolisés et comment est-ce qu'en fait, ils deviennent contre-productifs? Comment est-ce que l'école produit de la bêtise? Comment est-ce que l'hôpital produit de la pathologie? Et ce qu'il dit, c'est qu'il va se passer la même chose pour l'écologie. C'est-à-dire que l'écologie va devenir une espèce de credo qui va être enseigné dans les écoles sous une façon assez simpliste. Et les gens vont croire à l'écologie parce qu'on leur a enseigné l'écologie de façon assez simple. Et ils vont faire juste le contraire de ce qu'il faudrait faire parce qu'ils vont avoir une attitude purement consommatrice, alors que l'écologie, comme la santé, demande une implication. Donc, on retrouve chez Illich finalement les mêmes conclusions, paradoxalement, que chez Tocqueville, sur le fait que ça ne pourrait marcher qu'à l'échelle d'associations locales, ce qu'il appelle une société conviviale, c'est-à-dire une société
où les gens s'éduquent, où les gens cherchent les moyens d'être en bonne santé et les moyens de préserver ou d'améliorer leur environnement à leur échelle, de façon concrète, de façon collective, mais sans attendre que l'État vienne résoudre toutes ces questions-là de façon systématique et où eux ne seraient là qu'en tant que consommateurs. Donc il dit, voilà, l'alternative fondamentale, en fait, c'est une solution politique qui consiste à réinstaurer des échelles locales, on appelle donc des échelles de convivialité, et à critiquer le monopole. Alors, je vais juste donc conclure avec mes deux pistes. Hein. Donc, une piste épistémologique et puis une piste ontologique. Ce qu'on a vu, donc, c'est que le concept de santé, il se décline un peu comme un accordéon entre un concept fin et un concept épais. Aujourd'hui, ce qui caractérise le concept épais de santé, cette notion de bien-être, cette notion de santé globale, qui implique des valeurs très fortes posées au niveau des États, des grandes organisations internationales et qui se donnent des modèles théoriques, psychosociaux, biopsychosociaux, etc. Mais finalement, ce qu'il faut peut-être interroger, c'est cette notion de bien-être. Alors, je voudrais prendre juste deux applications pour vous donner un petit peu des points un peu plus concrets. Hein, c'est la manière dont cette santé positive se décline, par exemple, dans le domaine de la sexualité et dans le domaine du vieillissement. Donc, deux domaines voilà, qui ne sont pas forcément liés en tant que tels. Mais quand on lit donc les programmes sur la santé sexuelle de 2002, hein, donc la santé sexuelle est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social en lien avec la sexualité. Il ne s'agit pas seulement de l'absence de maladie ou d'infirmité. Pour que la santé sexuelle soit atteinte et maintenue, les droits sexuels de toutes les personnes doivent être respectés, protégés et réalisés. Donc, ce qu'on voit, c'est une déclaration très générale sur une santé sexuelle positive et en fait, qui apparaît comme un droit. Et justement, ce que va critiquer quelqu'un comme Illich, c'est de dire que c'est pas comme ça que ça marche. La question, c'est de réfléchir sur effectivement les institutions, les relations entre les individus pour voir qu'est-ce qui, de fait, peut être pensé comme, par exemple, une forme de santé sexuelle, mais partir des gens et non pas partir des institutions centralisées. La même chose pour le vieillissement. Donc, à partir des années 80, on pense à un vieillissement en bonne santé, un healthy aging, c'est-à-dire un vieillissement réussi. Hein. Et de nouveau, tous les plans bien vieillir qui vont être déclinés au niveau de l'OMS, de la France, de l'Europe, etc., vont être là pour obliger d'une certaine manière les gens à bien vieillir à travers des programmes de prévention, des programmes d'éducation, des programmes de prise en charge de la santé. Donc, quelle est l'idée? C'est que on a cette logique expansionniste de la santé, d'une santé très positive qui est portée par les grandes institutions, mais dans des cas exceptionnels comme celui qu'on vient de vivre, en fait, on peut mettre en place un concept très réduit de santé, hein, Covid ou pas Covid, là c'est des mots hein, des patients, hein, des médecins plutôt que j'ai interrogés, on réfléchit virus, on réfléchit pas patient. Mais en fait, comme l'État a le monopole de la santé, eh bien, de fait, on n'a pas les moyens de critiquer ou de discuter. En tout cas, ces moyens, ils s'expriment ailleurs ou après et non pas pendant. C'est notamment ce qu'ont éprouvé hein, les médecins que j'ai interrogés, c'est que de toute façon, ils n'avaient pas vraiment de marge de choix. Alors, ils en ont parfois recréé un petit peu, mais ils étaient obligés d'appliquer des normes qui parfois ne correspondaient pas à la réalité dans laquelle ils agissaient. Donc, je pense que ce à quoi il faut réfléchir, hein, et il y a plusieurs projets hein, dans ce sens-là, c'est comment est-ce qu'on peut relocaliser et redonner des marges d'autonomie, de décision aux échelles locales, aux institutions locales, avec des vrais choix qui se fassent à ce niveau-là. Et dans ce cas-là, d'accepter que la médecine peut-être embarque effectivement des valeurs, mais des valeurs qui ne sont pas forcément unifiées, systématiques et les mêmes pour tous. Et là, je voudrais apporter donc, montrer ce que peut apporter le pluralisme en m'inspirant des études de l'ACE. Ce que montre l'ACE, c'est qu'en fait, il y a une science dominante. Alors lui s'intéresse plutôt aux questions d'agriculture.
Donc, la science dominante dans l'agriculture, c'est tout ce qui est autour des organismes génétiquement modifiés, qui est effectivement une science qui apporte de l'argent, etc. Mais si on transpose ça dans le champ de la médecine, on voit très bien que c'est tout le champ de l'innovation qui aujourd'hui est complètement représenté par les grands plans d'investissement français, par exemple si on voit le plan génomique 2020-2025. Mais la difficulté, c'est que tous les autres lieux de recherche donc, nous s'intéressent à l'agroécologie. Et donc, on pourrait penser à plein d'autres manières de pratiquer des programmes de santé à des échelles locales, de façon collective, dans une logique de petite échelle, eh bien, en fait, ne peuvent plus exister dans le champ même de la science. Donc, l'idée du pluralisme scientifique, c'est de dire il faut, si on veut renouveler, si on veut, disons, réactualiser ou réactiver la dimension locale active des citoyens dans des programmes de recherche, eh bien, dans ce cas-là, il va falloir faire de la place pour d'autres programmes scientifiques que les programmes dominants. Autrement dit, il va falloir accepter un pluralisme de la recherche scientifique, c'est-à-dire avec des orientations, des projets de recherche qui peuvent être orientés sur des objets et des enjeux différents, mais aussi avec des méthodes différentes et avec des acteurs différents. C'est-à-dire pas simplement les grandes institutions de la recherche, mais aussi des acteurs qui peuvent se décliner à l'échelle locale. Alors, voilà, donc l'idée, c'est d'assumer ce pluralisme en montrant qu'en fait, le pluralisme scientifique, c'est reconnaître que la science, et en particulier la médecine, ont une dimension politique et que tout l'enjeu, c'est de savoir comment honorer cette dimension politique de la médecine. Et le pluralisme est une proposition pour dire que, en fait, à l'échelle de la démocratie, ce qu'il faut, c'est pluraliser, multiplier les lieux et les modalités et les acteurs de la recherche, par exemple sur les questions de santé, en évitant le monopole d'une seule approche de la santé. Et alors, juste très rapidement pour conclure, parce que j'ai dépassé un petit peu mon temps, la deuxième piste qu'on pourrait soulever pour essayer de voir comment est-ce que cette question du bien-être et de la santé positive doit être interrogée, c'est de s'interroger au niveau ontologique. C'est-à-dire, est-ce que finalement, cette valeur absolue de la santé qu'on a tous, disons, constatée pendant l'épidémie de Covid, est-ce que finalement, cette santé positive, très extensionniste, très inflationniste d'une certaine façon, est-ce qu'elle est légitime? Est-ce qu'il ne faudrait pas réintroduire un débat sur les valeurs centrales de la société? Et c'est ce qu'a proposé Jonas. Donc Jonas, vous savez, c'est un des fondateurs de la bioéthique dans les années, à la fin des années 70. Mais avant cette logique bioéthique qui va être notamment très importante, enfin, dont la méthodologie va être reprise dans le développement durable et avec l'idée d'un principe de responsabilité. Il réfléchit sur le phénomène de la vie. Et pour lui, en fait, le phénomène de la vie est plus central que le phénomène de la santé. Et à partir de là, il va réfléchir sur une notion qui lui semble centrale dans la vie, qui est celle de métabolisme, qui est en fait centrée sur justement l'idée des échanges et des équilibres. Et il va montrer que ce qui est décisif pour penser à la fois l'environnement et l'humain, s'intéresse aussi à l'animal et à la plante, mais dans une espèce de continuum, c'est cette idée d'un métabolisme. Et comment est-ce qu'il faut veiller un équilibre? Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il propose une piste tout à fait substantielle pour défendre une autre valeur alternative dans nos sociétés, qui serait une logique de la vie, qui comprenne les interactions entre l'environnement, l'animal et l'homme, pour comprendre que, en fait, ce à quoi doit veiller l'homme, c'est de conserver la vie. Et donc, l'éthique de la responsabilité, je terminerai par ça, ce n'est pas de perfectionner la santé humaine, d'aller toujours plus loin, d'être plus intelligent, plus vieux, en meilleure santé, etc. C'est plutôt de conserver. Alors évidemment, ça pose problème sans doute par rapport à cette logique occidentale qui est d'aller toujours plus loin. Mais lui, ce qu'il dit, c'est que si on prend la vie comme étant la valeur centrale, et il revient à l'homme d'être le gardien de cette valeur centrale, eh bien dans ce cas-là, il faut être dans une logique de conservation, et c'est le modèle de l'équilibre métabolique
qui peut permettre de donner du corps à cette notion. Voilà, je m'arrête, merci. J'espère que c'est trop compliqué de me suivre à travers ce parcours à la fois historique et conceptuel. Et je suis à l'écoute de vos questions. Merci, Sarah. Je voudrais d'abord m'excuser, j'aurais dû réagir plus vite. On a manqué peut-être les premières slides de ton handout. Il y a déjà des questions ou des réactions pendant le chat, puisqu'à un moment, Patrick Giraudoux a proposé une définition possible de la santé de l'écosystème au moment où tu parlais de la question, en se disant, il cite un de ses articles, Giraudoux Le Breton 2018, un écosystème nécessairement à une échelle d'espace et de temps donné, explicitement sera en bonne santé s'il préserve les dynamiques, les capacités évolutives et les services écosystémiques des systèmes qu'il inclut et de ceux qu'il inclut. Mais peut-être, en proposant cette définition, se situe-t-il déjà du côté du métabolisme et plutôt que de celui de la santé. Tout ça me laisse penser qu'il va y avoir des questions et des discussions. Je vous laisse soit lever une petite main bleue, soit... Ah, ça y est, il l'a levé, je lui donne la parole. Patrick. Bon, désolé, je suis l'éternel bavard, mais bon, c'était passionnant, Sarah, donc du coup, ça m'a beaucoup stimulé. Le point qui me semble important, oui, la définition qui est proposée, là, rejoint l'idée de métabolisme quelque part, mais le métabolisme lui-même n'est pas une valeur en soi et n'est même pas c'est un fonctionnement, mais le problème de la proposition que fait Hans Jonas avec sa vision métabolique d'équilibre quasi homéostatique fait prendre le risque d'une forme de fixisme. Les équilibres n'existent pas parce que c'est nier complètement la dimension évolutive du vivant. Et ça, c'est la grosse limite, parce que si on dit, ben voilà, modèle d'équilibre métabolique, oui, à un instant donné, peut-être, enfin, un court instant donné, mais dès que la dimension évolutive doit être prise en compte, ça tombe tout de suite. C'est-à-dire que c'est la capacité à évoluer qui doit être prise en compte, ce qui est une forme de métabolisme aussi. Tu me diras, qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, il y a deux choses. C'est-à-dire que pour Jonas, l'évolution, d'une certaine manière, elle ne va pas au-delà de l'homme. Donc, effectivement, on peut se dire que c'est une limite qui se donne de façon, disons, a priori, qui n'est pas forcément justifiée. C'est même nier la réalité, là. Comment? C'est même nier une forme de réalité. Et c'est même une forme de réalité. Cela dit, il tient compte de l'évolution, c'est-à-dire que pour lui, effectivement, la vie, c'est un phénomène évolutif. Donc, là, qui lui met une limite qui est l'homme, mais sinon, sur le principe même, ce n'est pas un équilibre stable dont il parle. C'est-à-dire que la vie, c'est pour ça que je n'ai pas eu le temps de développer cette idée de finalité. Mais en fait, pour lui, il y a une finalité intrinsèque au phénomène de la vie qui est justement d'évoluer. Donc, ce n'est pas une finalité au sens d'atteindre un but ou quelque chose d'autre, mais la vie n'est rien d'autre que évolution. Et donc, il dit, si on tient compte de cette logique évolutive de la vie, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le métabolisme, c'est une logique d'échange, mais qui est toujours instable, qui peut déboucher sur des catastrophes, sur des reprises, etc. Donc, il me semble que ça, il évite, disons, le problème fixiste, hein, même si on peut questionner son anthropocentrisme, disons, de principe, et qui là fait référence plutôt à une analyse de la place de la conscience humaine et une approche globalement disons, théologique. Hein. Il a beaucoup étudié la gnose et ce qui l'intéresse, il y a une dimension religieuse dans sa philosophie qui reste très présente. Mais ça lui permet néanmoins de sauver quand même cette idée d'évolution. Et après, pour reprendre ton article avec Le Breton, moi, ce que j'ai vu, c'est que ce que j'ai lu dans ton article, c'est que cette idée de bonne santé, en fait, là, c'est un anthropomorphisme. Parce que s'il n'y a pas l'échelle de l'organisme comme étant l'unité de ce qui est porteur ou non de la santé, moi, la manière dont je l'ai lu, c'est plutôt une confirmation de ce que je pense, qui est le fait que la santé n'est pas un concept adéquat pour l'environnement. Et donc, dans ce cas-là, c'est quel serait le concept? Quel serait le concept qu'on pourrait utiliser pour penser ce qu'on appelle mal la santé environnementale? Enfin, la santé environnementale, c'est-à-dire un environnement sain pour l'homme. Mais quel serait le concept qu'on pourrait proposer pour penser quel serait le concept qu'on pourrait mal à la santé environnementale? Enfin, la santé environnementale, ça veut dire de l'environnement qui correspond à ce qu'on appelle santé pour l'homme.
Il y avait une question de Jean-François qui peut peut-être apporter à votre discussion. Je lui ouvre son micro. D'accord. Donc, merci Arnaud. Oui, Arnaud. Voilà. Donc, tout d'abord, félicitations pour ce remarquable exposé dans lequel, finalement, moi, je me retrouve aussi beaucoup, à part quelques points, mais c'est pas sur ça que je voulais vous interroger. C'est sur une médecine fine versus une médecine épaisse, c'est-à-dire une médecine qui rechercherait uniquement des causalités directes et puis qui la résumerait d'ailleurs à des causalités très biologiques, très mécanistiques, versus une dimension qui ouvrirait l'accordéon et qui, dans le domaine qui nous intéresse, s'intéresserait avec les sciences vétérinaires au transfert des zoonoses. Donc c'est un peu sur ça que je voulais vous interroger parce que j'étais confronté ces derniers mois à un réel problème, notamment en discutant avec des hauts fonctionnaires de la communauté européenne pour les sensibiliser à ce sujet. Et donc c'est de me répondre oui, Jean-François, on va travailler un peu dans une compréhension un peu élargie des zoonoses, mais on ne va pas trop franchir les frontières et aller vers de la recherche purement infectiologique, humaine, parce que les médecins vont nous bouffer. Et donc, on s'aperçoit que les programmes, en fait, si on les dessine, sont très bornés, sont limités et sont aussi limités c'est-à-dire par des non-franchissements de barrières, parce qu'il y a des jeux d'acteurs, des jeux de compétition entre les disciplines, et que ça, fondamentalement, dans le concept One Health, je suis désolé de le dire, mais ça existe profondément. Et donc, comment sortir de ce hiatus, parce que ça va être un véritable problème, parce que c'est cette dimension-là qu'il faut franchir, ces frontières qu'il faut franchir, alors qu'il y a des disciplines qui se positionnent de manière très hégémonique. La médecine face aux sciences vétérinaires, mais les sciences vétérinaires peuvent le faire par ailleurs avec d'autres disciplines. Peut-être que les écologues le font avec d'autres disciplines, etc., par un jeu de cascade. Voilà. Comment franchir ce réel problème auquel nous-mêmes nous sommes confrontés, enfin. Non, mais ce qu'on voit, c'est qu'il faut accepter déjà le statut politique de la science. Déjà, il faut l'affirmer haut et fort et comprendre que en fait, la science, c'est une institution politique qui, en tant que telle, doit être questionnée, légitimée, qui n'a rien d'évident. Donc après, il faut assumer une histoire. C'est vrai que la médecine a été, disons, la plus ancienne, la plus présente, la plus nombreuse et celle qui est le plus directement visible par les citoyens. Donc, je pense que c'est ce qui justifie le monopole de la question de la santé par les médecins, monopole qui n'est pas, disons, ontologiquement justifié, mais qui historiquement peut s'expliquer. Et face à ça, je pense que c'est vraiment la richesse de l'épistémologie de proposer cette notion de pluralisme. C'est-à-dire de dire que déjà, dès qu'il y a monopole, c'est problématique. C'est-à-dire que le monopole en tant que tel n'est pas justifié. Enfin, c'est comme dans le business, c'est-à-dire que dès qu'il y a une situation de monopole, il y a un problème. Et donc, il faut rééquilibrer donc de façon, disons, c'est un peu comme des quotas positifs, mais il faut rééquilibrer d'autres actions scientifiques, d'autres institutions scientifiques qui sont peut-être plus loin, qui sont peut-être moins efficaces donc de façon, mais il faut rééquilibrer d'autres actions qui sont peut-être moins efficaces, moins performantes, globalement dans le mouvement global, être peut-être les lieux où se font les innovations réelles. Et le bouquin de Lacey, moi je vous le conseille, le bouquin de Lacey, parce que c'est un petit peu ça, c'est qu'il montre bien les innovations qui se font. Alors lui, il s'intéresse beaucoup à la permaculture et l'agroécologie au Brésil, mais comment est-ce que c'est dans des communautés d'acteurs qui sont au départ aussi politiquement contre une certaine conception à la fois de l'agriculture, du gouvernement, du commerce, etc., que vont se faire des innovations qui ensuite, aujourd'hui, ont pignon sur rue, sont reprises même par des grands groupes, et deviennent une nouvelle forme d'idéologie. Alors, d'une certaine façon, dès qu'on devient en situation de monopole, le problème se repose. Mais donc, moi, je pense que donc le grand point de l'épistémologie contemporaine, c'est d'assumer ce statut politique de la science et de dire qu'il y a des solutions, mais que ces solutions, elles passent par des choix politiques.
et ces choix politiques, donc ils peuvent être mis en place. Ce qu'on voit, c'est que l'espace académique européen, les grands projets de recherche français, les ANR et tout ça, c'est juste le contraire de ce qu'il faudrait faire. Enfin, si on est dans cette pluralisme. Mais ça c'est des formes de dictature démocratique douce. Hein. Il n'y a pas de discussion. C'est les mêmes qui décident pour les mêmes. Voilà. Donc tout ça, mais ça, on peut le critiquer, disons, d'un point de vue à la fois scientifique, historique et politique. Après, voilà, le philosophe est rarement le roi de la cité. D'accord. Merci beaucoup. Avant de donner la parole à Pascal qui a levé la main, je lis juste un tout petit peu de ce qui s'est accumulé sur le chat, puisque Dominique Vuitton nous a dit que si on prend l'exemple du Covid et de l'immunologie, ce n'est pas l'équilibre qui est à l'ordre du jour, mais plutôt l'apprentissage permanent, nouveaux virus, nouvelles réponses, mais fondées sur un panel de possibles sous-tendus à la fois par la génétique et les expériences passées, pour atteindre à chaque nouvel événement un équilibre nouveau. Et Aliénor, juste après, en profiter pour dire qu'il faudrait peut-être porter aussi le fer contre la notion d'environnement, ce à quoi Patrick a abondé en disant que la notion d'environnement doit définir l'environnement et qu'elle est anthropocentrique. Je donne la parole. Tu veux répondre un peu? Ouais, enfin juste sur la question de l'environnement, c'est-à-dire que on est un peu coincé, on ne peut pas parler de nature, on ne peut pas parler d'environnement. Bon, donc moi, enfin, je pense que effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir le point de vue des écologues. Là, dans ce qu'on a pu déjà voir à travers les interventions de Patrick ou les discussions qu'on a pu avoir avec Daniel Gilbert, bon, c'est de comprendre qu'il y a un savoir de quelque chose qu'on appelle environnement ou nature, mais voilà, de quelque chose qui est global, qui est complexe. Mais effectivement, il n'y a aucun nom, à part écosystème, qui est peut-être le plus proche de ce qu'on veut dire. J'ouvre le micro de Pascal. Ça doit être bon. Pascal, ton micro est ouvert apparemment. Nous ne t'entendons pas encore. Étonnant. Ah, Pascal? Ah, il est là. Là, est-ce que ça va? Vous m'entendez ou pas? Nous t'entendons. Tu as un casque magnifique. Parfait, merci. Bon, c'est vraiment pas simple. Hein. Vivement que l'on puisse se retrouver en présentiel, j'espère, un de ces jours. Hein. Bon, alors, merci beaucoup, Sarah, hein, pour ton exposé qui était vraiment très, très intéressant. Puis j'ai beaucoup aimé ce que tu fais, vraiment la différence entre la complexité du concept de santé dans ses dimensions historiques. Et puis, tu mets évidemment en lumière le contenu très pauvre du concept de santé à l'occasion de l'épidémie de Covid, la réduction de la santé à une dimension purement physiologique. Hein. Donc ça, c'était extrêmement intéressant. Et du coup, en t'écoutant, je me suis demandé, du coup, mais comment tu te positionnais sur une thèse qui est relativement proche, finalement, ou peut-être pas, mais tu me diras, qui est la thèse, finalement, de Giorgio Agamben, qui parle, finalement, de politique de la vie nue, de réduction, finalement, de la vie à sa dimension purement biologique en contexte de lutte contre l'épidémie. Et donc, comment tu te positionnes vis-à-vis de ça, d'autant plus que tu as fait toi-même remarquer que finalement, la présence de l'État, de l'administration était centrale aussi dans cette réduction. Donc, finalement, on est aussi, du coup, assez proche de l'analyse d'Agamben sur ce point-là. Bon, voilà le sens de ma question. Merci. Ouais, non, merci de ta question, parce qu'effectivement, d'une certaine manière, c'est ce qu'on a vu pendant la crise, c'était cette réduction à la vie nue. Mais en fait, le fond, et c'est un peu aussi pour ça que je terminais par Jonas, c'est que cette vie nue, elle n'existe pas. C'est un artefact qui a été créé par la science, de croire qu'on pouvait définir
la vie simplement à son niveau biostatistique ou biomédical. Et ça, il me semble que justement, c'est l'enjeu de toutes les SHS et de la philosophie de façon large, de montrer qu'une vie humaine ne saurait se réduire jamais en aucun cas simplement à cette vie nue. Donc là, il s'agit d'avoir un discours critique sur la légitimité et la réalité même d'une prise en charge au nom de la santé des personnes simplement à ce niveau, disons, physiologique ou fonctionnel qui s'est mise en place pendant l'épidémie. Donc, il me semble que on peut le critiquer d'un point de vue politique, mais aussi donc à partir des concepts mêmes, en montrant comment est-ce qu'il y a eu un tour de passe-passe sur les concepts qui sont mobilisés pour justifier un certain nombre de décisions ou d'actions, et après d'un point de vue aussi ontologique sur cette idée même d'une vie nue. Merci. Je vais passer par le chat. Il y avait une question de Raphaël Dubos qui disait que pour articuler les sciences avec une vision épaisse de la santé, je demandais ce que tu pensais d'une vision salutogène de la santé telle que proposée par Aaron Antonovsky, qui se concentre sur ce qui nous permet de rester en bonne santé, de travailler avec les acteurs locaux à identifier et de définir les facteurs causes de bien-être, de bien-vivre qui les concernent, et de nous, scientifiques, co-construire avec eux l'ensemble des actions à mener pour conserver ou aller vers ce bien-être. Cette option ne propose pas de définition de la santé a priori, me semble-t-il. Je ne connais pas Aaron Antonovsky, donc je ne peux pas me... Voilà. Alors, bon, il me semble que la vision salutogène de la santé, elle risque d'être dangereuse. C'est-à-dire que ça a pu marcher historiquement dans une société comme la société démocratique américaine. Je ne sais pas si ça peut marcher aujourd'hui dans une société où il n'y a plus de consensus religieux, et je ne sais pas si en plus ça peut marcher dans une société comme la France qui a un rapport à la religion très différent de celui des États-Unis. Donc voilà, enfin, ça reprend ça des histoires culturelles très fortes sur la différence d'approche entre les protestants et les catholiques, mais aussi le lieu de l'histoire française. Et je me méfierais, en fait, ce dont je me méfie, c'est du fait que la santé soit une valeur absolue. Et donc, si on a une vision salutogène de la santé, ça me semble dangereux. Il me semble que si la santé ou le bien-être deviennent les valeurs principales de nos existences, dans ce cas-là, on va être d'autres valeurs qui me semblent tout aussi essentielles, comme celle de la liberté ou de la justice, risquent d'être complètement dénigrées. En tout cas, c'est ce qu'on a vu d'une certaine manière dans l'épidémie. Après, la deuxième partie de la proposition, qui est de redonner une échelle locale, ça me semble essentiel. C'est-à-dire comment est-ce qu'aujourd'hui, dans nos sociétés très institutionnalisées, très centralisées, on peut de fait redonner une forme d'activité à l'association, que ce soit dans des organisations de travail, que ce soit dans des lieux de vie, que ce soit dans des formes, je sais pas, d'associations culturelles, politiques, etc. Bon, on a vu un certain nombre d'essais sur le temps de travail, sur la promotion de l'association, etc. De fait, j'ai l'impression qu'il y a un mouvement associatif qui se met en place. Moi-même, je participe à des associations et ça me semble tout à fait nécessaire de s'impliquer dans des associations. Je ne sais pas si ça a une vitalité très forte et j'ai plutôt l'impression, moi, pour être actrice d'association, que la réglementation, les responsabilités sont tellement lourdes que tout est fait pour que ces associations ne puissent pas se développer tellement. Donc voilà, je suis assez... voilà, alors là, c'est vraiment une échelle basique de citoyenne lambda, mais j'ai l'impression qu'en France, vraiment, le niveau associatif n'est pas encouragé. Enfin, dans les discours, oui, mais dans les pratiques, d'être président ou vice-président d'association aujourd'hui, c'est quand même des grosses responsabilités.
voilà, enfin, qui décourage beaucoup de gens de s'impliquer sur d'échelle d'action. J'ai une réponse un peu mitigée sur cette vision salutogène de la santé, enfin même critique. Et puis, je pense que l'association, c'est un lieu essentiel de la démocratie, mais qu'en même temps, actuellement en France, c'est pas un lieu très facile ni très confortable. Je vois que Patrick va revenir avec une question. J'en glisse une, juste même sous ses pieds, avant de lui donner la parole. Puisque, ouais, justement, à vous écouter, je me demande alors, j'ai entendu la critique du métabolisme de Jonas par Patrick dans sa précédente question. Mais alors, les concepts de résilience, d'effet de seuil, même ces beaux graphiques que nos collègues écologues nous montrent, Patrick, Jean-François Guégan, la dernière séance, c'est très beau graphique, on voit même la bille se déplacer, tomber dans un trou, où on voit comment quelque chose s'est modifié dans un écosystème, s'est dégradé, que la chose peut être réversible ou irréversible. Alors, est-ce que ça ne décrit pas une forme d'équilibre, de transformation qui laisse imaginer qu'on pourrait appeler ça une forme de santé, et pourquoi pas d'ailleurs même être tenté de penser la santé d'un socio-écosystème, et voire même des êtres humains avec ce genre de représentation. Alors je rouvre le micro de Patrick. Il est ouvert, oui. Oui. C'est bon, là? Ok. Là, il y a deux pistes que vous invitez à parcourir. Hein. Les billes dont tu parles, enfin, il y a peut-être pas, c'est le problème qu'aura l'écologue, c'est qu'il n'y a peut-être pas qu'une bonne santé d'un écosystème. Finalement, les deux pôles d'attraction que tu décris sont peut-être deux points qui sont des points différents, mais qui correspondent à une définition correcte de la santé de l'écosystème, au sens où elle préserverait l'évolution au sens darwinien du terme des êtres vivants qui le peuplent. Donc là, la question est complexe. Et ça me ramène quand même à la question que je voulais poser justement à Sarah. Finalement, il y a un lien. C'est sur cette notion de bien-être qui n'est pas questionnée. Parce que finalement, le bien-être qui serait défini par un processus démocratique peut être parfaitement délétère par rapport à la santé future. Je m'explique. Par exemple, moi, mon bien-être serait de conduire un super 4x4 qui pollue à mort. Ça, c'est mon bien-être. Je le veux. Ça peut être un bien-être prédateur qui, à un moment donné, va poser problème pour le bien-être des générations futures. Donc, on a une projection temporelle qui est quand même un petit peu délicate à manier. Le bien-être en lui-même, le bien-être individuel ou même collectif à un instant donné, c'est un peu court, me semble-t-il. Qu'est-ce que tu en penses, Sarah? Justement, ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'en fait, notre conception de la santé, c'est un bien-être. C'est-à-dire que la santé ne suffit pas au sens négatif de ne pas être malade. C'est pas du tout satisfaisant pour nous. Ce qu'on veut, c'est être plus que bien, plus que en santé. Donc c'est ça que vient résoudre en tout cas, que vient exprimer cette notion de bien-être, qui au départ est effectivement pas une notion médicale, mais qui a été entérinée comme étant la définition de la santé. Donc, d'une certaine façon, moi je pense qu'il faut être très critique sur cette association ou cette identité de la santé au bien-être. Parce que je pense que c'est le modèle effectivement de nos sociétés depuis l'après-guerre, mais que c'est un modèle qui effectivement est insoutenable. Mais pour être critique, il faut pouvoir le critiquer avec d'autres concepts alternatifs. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour produire des concepts alternatifs à celui de bien-être et les rendre acceptables, ou en tout cas les rendre audibles, des vrais concurrents à la notion de bien-être. Il me semble que la médecine actuelle est de toute manière dans une logique de toujours plus de bien-être. Enfin, quand on parle avec des médecins, une fois qu'on a soigné les pathologies, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de vous faire vieillir plus longtemps. Et puis bon, on se posera la question après de savoir s'il veut vous faire mourir. Mais voilà, c'est toujours plus. On ne peut pas faire autre chose. Et le programme de recherche médicaux, c'est quand même centré sur ça.
Bon, moi, quand je travaille avec en génomique, là, c'est d'aller toujours plus loin pour mieux comprendre, mieux agir, plus tôt, mieux, plus loin. Bon. Je pense que ça veut dire vraiment restreindre le champ de la médecine et la prévention de la médecine par d'autres choses. Et je crois qu'effectivement, c'est le rôle des écologues de montrer qu'on ne pourra pas tout avoir. C'est-à-dire que c'est le rôle des écologues, mais qu'on parle de plus en plus d'une éthique de la modération qui voilà. devrait émerger. Bon. Mais c'est qu'effectivement, c'est pas l'écologie, là, c'est de la morale. D'un côté, être toujours plus vieux, consommer toujours plus, être plus nombreux, et puis de l'autre côté, soutenir la planète. Ouais. Donc, voilà, c'est cet équilibre critique qu'il s'agit de mettre en place. Mais c'est un peu ce que disait Jean-François Guégan tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la voie majoritaire sur les questions de la santé, c'est la médecine humaine, de toute façon. C'est centré autour de ça. J'ai une question de Sandrine Petit, à qui je vais donner la parole, sur le bien-être animal. Je crois que j'ai ouvert, Sandrine. Peut-être qu'il faut que vous ouvriez aussi, en bas à gauche. Voilà, ça marche, vous m'entendez bien? Très bien. Oui, merci beaucoup pour votre exposé. Enfin, moi, j'ai trouvé ça passionnant. Et puis, j'ai trouvé aussi que ça mettait des mots, enfin, dès l'introduction sur le Covid, comme on avait restreint à la notion de santé. Enfin, j'ai trouvé que ça mettait des mots vraiment sur ce qu'on avait vécu. Je vous en remercie. Alors, moi, je travaille à INRAE je suis géographe, mais je travaille sur, parce que parfois, on voit pas trop le lien, mais je travaille sur l'élevage, les changements dans les élevages, les savoirs des éleveurs. Donc, j'aurais aimé vous emmener un petit peu sur les questions de santé et bien-être animal, puisque vous y êtes allé, je saisis l'opportunité. Je suis aussi membre d'un comité de pilotage, d'un métaprogramme à INRAE. On a des métaprogrammes qui sont qui sont mis en place dans l'objectif de structurer des recherches à l'échelle de l'Institut. Et on a un métaprogramme santé et bien-être animal. Et c'est présenté comme une innovation vraiment de lier dans les équipes INRAE santé et bien-être animal. Donc, j'y participe. Je suis un petit peu nouvelle sur les questions de bien-être. En tout cas, je trouvais que ça interpellait par rapport au bien-être animal qui aujourd'hui, quand on passe peut-être à la pratique et pas à la théorie, très vite, les éthologues vont chercher des indicateurs et ces indicateurs, ils vont les trouver dans la santé, l'absence de batterie, l'absence de blessures. Donc, on a une vraie difficulté à prendre d'autres aspects, même si ces éthologues vont parler de santé mentale des animaux. Donc, je trouve que là, on se heurte peut-être à des difficultés pour rendre le concept épais, pour reprendre vos mots. Et je me dis aussi, si on suit votre voie pour les questions de santé et bien-être chez l'homme, comment cette voie du local aussi pourrait se concrétiser. Est-ce qu'il faut aussi remettre les animaux dans un cercle local de réflexion sur ces questions de bien-être? Est-ce que voilà, vous avez des pistes sur ce sujet? Merci. Merci. Alors, sur la question du bien-être animal, ce qu'il faut voir, c'est qu'il il reste quand même soumis aux intérêts humains. C'est-à-dire que moi, là, je suis une thèse sur le bien-être des poules pondeuses. Et pendant très longtemps, il y avait quelque chose qu'on ne pouvait pas remettre en cause, c'était la cage. Donc, c'est-à-dire que c'était le bien-être de la poule, mais dans une cage nécessairement. Donc, on voit effectivement les limites de l'approche du concept de bien-être. Donc, aujourd'hui, les poules sont sorties de leur cage, mais il faut quand même qu'elles pondent tous les jours un certain nombre d'œufs, qu'elles ne se blessent pas les unes les autres, etc. Donc, je pense qu'il y a un élargissement de cette notion de bien-être, mais qui évidemment reste restreint par des impératifs. Donc là, en tout cas, c'est pour les animaux d'élevage, qui est que la valeur fondamentale de l'animal, c'est sa valeur d'élevage, c'est-à-dire sa production de viande, de lait, d'œufs, etc. Donc, ce qu'il y a de vrai, c'est que si on allait jusqu'au bout de la notion de bien-être animal, de fait, à un moment, on voit un plafond. C'est un peu le plafond de verre des femmes, mais porté pour les animaux, c'est-à-dire qu'à un moment, de toute manière, on ne veut pas aller plus loin, ou sinon, ça remet tout en cause. Donc ça, c'est effectivement, la difficulté, c'est est-ce qu'on veut sortir de l'anthropocentrisme? Pour nous, humains, sortir de l'anthropocentrisme, ça a un coût extrêmement élevé, c'est-à-dire que c'est révolutionnaire par rapport à nos sociétés, nos organisations, etc.
Donc, c'est clair qu'on n'y est pas encore et dans toutes ces institutions, c'est même pas discuté en fait, cette question-là. Donc, c'est discuté en philosophie, etc., ou dans la société, mais j'ai le sentiment, moi, que dans ces grandes institutions de recherche, ce n'est pas discuté véritablement. Et ça rejoint en fait la deuxième question du local, c'est-à-dire que je pense que quelque chose qui est très lié, en fait, enfin, que les deux aspects sont vraiment liés, c'est-à-dire qu'on a du mal à penser en dehors de l'État. C'est-à-dire on a du mal, enfin, en dehors d'une organisation centralisée, qui est à la fois garantie de la justice, garantie de la scientificité, de l'efficacité. Et donc, cette échelle du local, en fait, elle fait peur ou elle n'existe pas véritablement. Et donc, de redonner une place au local, c'est ce qu'on voit dans ce qu'on appelle les philosophies environnementales, les formes d'écosophie, hein, qui vont vraiment dire qu'en fait, on ne peut pas ni respecter l'animal, ni respecter l'environnement sans critiquer l'État, c'est-à-dire sans remettre en cause même l'État. Donc là, on sort du modèle politique de la démocratie, c'est des philosophies de l'anarchie. Et donc, la question, c'est est-ce que ces philosophies-là, elles ont un rôle purement critique, c'est-à-dire que, bon, elles sont intéressantes au titre de critique, mais il va falloir quand même s'accommoder de l'État, hein, ou est-ce qu'on peut s'engager dans une remise en cause radicale de l'institution démocratique et de son porteur qui est l'État? J'ai le sentiment que voilà, on n'est pas encore au bord d'une révolution écologique ni animale forte, même si voilà, en philosophie, il y a des textes hein, qui vont dans ce sens-là. On peut penser à Ness ou des gens qui vont vraiment le plus loin possible de cette pensée. J'ai plutôt l'impression qu'on est sur des recherches de compromis. Hein. Mais ce qu'il y a de vrai, c'est que vos questions vraiment soulignent le fait qu'on ne peut pas dissocier science et politique. Et que les deux sont fondamentalement liés. Merci. Je crois qu'on peut prendre peut-être, il y a une remarque encore de Dominique, et puis peut-être qu'il faudrait qu'on rende l'antenne ensuite. On a un petit peu dépassé, mais sans excès. Hein. Dominique disait que peut-être une des leçons de la Covid, elle dit la Covid, comme l'Académie française nous le demande, je le souligne, peut-être qu'une des leçons de la Covid a été la flexibilité, la réactivité locale, à la fois pour prendre en compte la santé au sens fin, résoudre des problèmes médicaux, et pour la prendre au sens épais, résoudre des problèmes sociaux, psychologiques, etc. Alors que les consignes centrales étaient floues, voire antinomiques. Est-ce que les temps de crise ne sont pas des moments privilégiés d'observation de ce climat? Alors justement, moi, j'ai fait une enquête auprès de médecins en EHPAD et en unité de soins palliatifs. Et eux, il y avait deux avis, c'est-à-dire il y avait l'avis de ceux qui pensent qu'ils ont été submergés par les injonctions contradictoires du gouvernement et qu'en fait, ça les a empêchés de travailler parce qu'ils avaient tellement de normes à respecter et ils n'avaient tellement pas les moyens de les respecter que de fait, ils ont mal travaillé, ils se sont mal occupés des patients, des familles, etc. Et puis ceux qui, en fait, ont assumé d'emblée le fait de créer une espèce de zone de protection, toujours sous couvert d'urgence et de situation exceptionnelle, et qui ont pu s'appuyer sur une culture de service forte et, disons, la possibilité de prendre des décisions collégiales qui allaient à l'encontre, donc qui étaient d'une certaine façon illégales, à l'encontre des recommandations du gouvernement. En particulier sur les questions de fin de vie, le fait d'accueillir des familles pour voir les mourants, sur la question des funérailles, etc. Donc, je pense qu'il y a vraiment les deux cas de figure, c'est-à-dire, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu à travers la petite enquête que j'ai menée, hein, c'est des lieux où, en fait, plus de marge possible et un souci de la réglementation qui, en fait, largement entravé la qualité du soin. Et puis, au contraire, une forme de résistance grâce à une collégialité déjà bien établie. Mais ça implique donc du personnel stable. Ça implique des chefs de service qui travaillent vraiment sur cette question de culture de service et qui ont le courage de résister. Hein. Je reprendrai juste Solzhenitsyn parce que je suis une fan de Solzhenitsyn, hein, mais vous vous souvenez que son discours de Harvard, donc en 1978, il dit en fait, voilà, le problème, c'est le courage.
Est-ce qu'on a le courage de dire non et de faire autre chose que ce qu'on vous dit de faire parce qu'on pense que c'est non légitime. Et voilà, donc ce qu'il dit, c'est que lui, il a appris le courage en prison. Et où est-ce qu'on apprend le courage en Occident? Et sa conclusion implicite, c'est que c'est peut-être pas à Harvard qu'on apprend. Donc voilà, moi ce que je me dis, c'est que c'est toujours revenir au local, apprendre à discuter, apprendre à prendre des décisions ensemble. Ça permet aussi en situation de crise d'apprendre à dire non sur certaines choses qui nous semblent excessives. Merci beaucoup. Je crois qu'il est temps qu'on mette un terme à cette belle séance. Ce séminaire brésilien qui a duré à travers le confinement, le déconfinement, va tout de même prendre une petite pause pour l'été. Nous allons nous retrouver le 8 septembre pour écouter Pierre Ancet qui nous parlera d'une enquête menée auprès d'autistes de haut niveau et la façon dont elles, ce sont des jeunes femmes, ont traversé le confinement. Nous entendrons aussi Élodie juste après, le 15 septembre, sur cette enquête que tu as fait allusion, je crois, sur les EHPAD pendant le confinement aussi. Voilà nos rendez-vous de rentrée. Un bon été à tous. Merci beaucoup à Sarah. Je vais arrêter l'enregistrement et ouvrir les micros de ceux qui sont encore là. S'ils veulent se dire au revoir tranquillement sans se retrouver sur